avril 1994, au Rwanda, il y a eu attentat. 2 chefs d'État africains ont été tués. Le lendemain, c'était un grand massacre qui a conduit le Rwanda au génocide que nous tous, nous connaissons. Un génocide très bien planifié par l'Occident et ses complices. La Belgique, les États-Unis et la France savent de quoi je parle. Savez-vous ce qu'ils mettent dans cette histoire-là? Un tribunal a été installé par l'ONU, bien sûr. Au début du procès, l'affaire de l'attentat a été écartée. Yeah, Ayemo, au Rwanda, on veut savoir qui a mis le feu. Au Rwanda, peut-on savoir la vérité? Au Rwanda, à Kigali, on veut savoir qui a mis le feu. Au Rwanda, peut-on savoir la vérité? Bonsoir, chers amis qui nous suivez à différents canaux, que ce soit des canaux où vous nous entendez, que ce soit des canaux où vous nous regardez. Je vous souhaite la bienvenue dans nos émissions de ce soir. Je souhaite aussi la bienvenue à nos invités que vous voyez bien sur votre écran. D'abord, Hervé Choseville, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous me voyez? On vous voit, on vous entend bien. Bon, très bien. Merci de nous rejoindre. Je dis bonsoir aussi à l'ambassadeur d'Aïjima, Jean-Marie Vianney. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sibonga. Je vous remercie de m'avoir rejoint sur ce plateau pour essayer de nous donner de votre lumière à propos d'un sujet qui fait l'actualité, un sujet de France, enfin de la relation France-Rwanda. Vous êtes en France, vous êtes français, donc vous êtes les mieux indiqués vraiment à pouvoir nous aider à ce sujet, surtout que c'est un sujet, moi je le sais, que vous suivez de très près. On va parler aujourd'hui de la commission du clerc qui a été créée en France il y a 2 ans et de son rapport, le rapport qu'il vient de remettre au président Macron. Nous allons solliciter vos connaissances sur ce sujet pour éclairer la lanterne de nos amis qui nous suivent. Merci donc d'être présent, mais d'abord, j'aimerais vous poser une question toute simple, de nous raconter la genèse de cette commission, de ce rapport. Qu'est-ce qui a fait que cette commission a été créée? Qu'est-ce qui a fait que nous sommes maintenant devant un rapport qui a été fait par cette commission? Voilà une question d'introduction. Je vais peut-être d'abord poser la question à l'ambassadeur d'Aïjima, Jean-Marie Vianney, évidemment, qui peut être complétée par notre ami Choseville, et qui peut intervenir quand il le veut. Hein. Si vous voulez compléter l'ambassadeur, ne vous dérangez pas, ne vous gênez pas, ne vous sentez pas gêné de le compléter. Voilà. C'est une émission conviviale où il n'y a pas beaucoup de procédures. Voilà. À vous, monsieur l'ambassadeur d'Aïjima, Jean-Marie Vianney. La genèse, pourquoi cette commission a été mise en place, qui vient de donner d'ailleurs un rapport. Quelle est son histoire? Écoutez, l'histoire réelle de cette commission, je ne la connais pas. Tout ce que je sais, c'est que depuis 1994, des personnes de différents horizons, des Français, des Rwandais, et surtout le gouvernement rwandais a toujours voulu
qu'on crée une commission pour établir les responsabilités de la France dans le drame rwandais. Et déjà, vous voyez, le titre lui-même est très évocateur. Ça veut dire qu'on veut à tout prix établir des responsabilités dans le génocide. En ce qui concerne la France, déjà au départ, c'était, à mon avis, la question était mal posée. Il aurait fallu se poser la question de savoir quels sont les responsables de ce drame et qui ont eu des responsabilités dans le génocide de 1994, mais aussi dans la guerre qui a précédé ce génocide et après le génocide. Parce que le Rwanda n'a pas arrêté de subir des drames depuis la fin du génocide. En fait, certains disent qu'après le génocide des Tutsis a commencé ou s'est poursuivi un autre génocide, cette fois-ci contre l'autre composante rwandaise, les Hutus. Mais bon, s'agissant de la commission, tout ce que je sais, c'est que malgré les résistances multiples, les hésitations et plutôt le fait de ne pas savoir pourquoi il fallait sortir ou publier les archives françaises plutôt que celles belges ou américaines ou anglaises ou ougandaises, rwandaises et autres, il a fallu que le président Macron soit là, il y a 2 ans, pour affirmer qu'il fallait effectivement clarifier cette affaire, et il a nommé une commission. Il a mis en place une commission présidée par M. Vincent Duclerc. Et cette commission a été composée de plusieurs chercheurs, historiens, chercheurs associés, professeurs d'université et autres, qui, enfin, selon moi, ce que j'ai essayé de voir, en regardant le profil des uns et des autres, des gens qui ne connaissaient pas vraiment le Rwanda ni son histoire, déjà, et qui connaissaient moins encore Je n'ai plus de des son. relations entre la France et le Rwanda, et surtout pendant la période de la guerre de 90 à 94. Mais je voudrais rappeler que le président Macron est né en 1976. C'est un détail qui a son importance. Parce que ça veut dire que, même 77, je crois, si je ne m'abuse. 77. 77. Il avait 13 ans quand la guerre a commencé. En 1994, il avait donc 17 ans, si je calcule bien. Et en 90, il avait 13 ans. Voilà. Donc, il a certainement suivi tout ce dossier de très loin à l'époque, alors que vous, monsieur l'ambassadeur, vous étiez totalement immergé dans ce dossier de par vos fonctions, et que moi, depuis Maputo, je me trouvais à l'époque à Maputo, au moment de ces horribles événements, également de très près, que ce soit au travers de l'organisation pour laquelle je travaillais, le Programme alimentaire mondial, ou par la radio, par RFI et par les autres médias. Ceci étant posé, la méconnaissance du président Macron dans ce dossier comme dans d'autres a fait que depuis son arrivée à la présidence, il a pris certaines initiatives. Dans le cas des relations franco-algériennes, il a nommé Laura pour qu'il fasse un rapport sur le contentieux issu de ce qu'on a appelé la guerre d'Algérie de 1956 à 1962, afin d'essayer d'améliorer les relations franco-algériennes, afin d'assainir le passé. Ce rapport, là je fais une toute petite parenthèse, le rapport de Benjamin Stora a suscité l'indignation de la part des militaires de la guerre d'Algérie, de la part ce qu'on appelait les pieds noirs, c'est-à-dire les Français qui vivent en Algérie, et il a suscité l'insatisfaction des autorités algériennes qui l'ont trouvé beaucoup trop timoré. Je parle de ça parce qu'on a exactement le même cas de figure avec la commission d'historiens que M. Macron a constituée au sujet du dossier rwandais. Ce rapport, enfin, ce que je n'ai pas lu, je dois dire, je viens de le recevoir, j'ai mis le message, on peut le lire, je l'ai parcouru dans ses grandes lignes, mais je ne l'ai pas lu en détail. Mais en tout cas, les conclusions qui ont été remises au président Macron ont suscité l'indignation de l'armée, des militaires français qui ont participé aux événements au Rwanda, tant dans la première opération à la suite de l'attaque que je qualifierais d'ougandaise
du 1er octobre 1990 que dans le cadre de l'opération turquoise. Et elle a suscité l'indignation, bien sûr, de la part des réfugiés rwandais de par le monde. Et en même temps, elle a, pour utiliser l'expression favorite du président Macron, elle a suscité l'insatisfaction des autorités actuelles à Kigali qui ont trouvé que ce rapport n'allait pas assez loin dans sa désignation des responsabilités dans le génocide. Donc on a une volonté de la part du président Macron, qui est un jeune président, d'essayer d'apurer le passé tout en redémarrant sur de nouvelles bases pour essayer de relancer les relations franco-algériennes ainsi que les relations franco-rwandaises. Mais je suis persuadé que le président Macron ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants du drame rwandais. Sait-il seulement que ce drame a commencé le 1er octobre 1990 et pas le 6 avril 1994? Sait-il seulement que ce drame ne s'est pas terminé avec la prise de Kigali par l'armée du FPR? Je ne le sais pas. Et on y reviendra, M. Joseville, si vous voulez bien. On y reviendra. Mais ce que vous venez de nous faire savoir, c'est quelque chose de très important. C'est que donc la commission du clerc et le rapport auquel elle vient de déposer entre les mains du président Macron, ça vient des relations, donc du passé, des relations franco-rwandaises, ayant un rapport avec le génocide des Tutsis au départ. Mais comme vous venez de le démontrer aussi, les implications et les alentours sont tellement vastes et on y reviendra. À cette conclusion dont vous avez fait allusion, M. Joseville, ce sont des conclusions en émo, donc grosso modo, qui n'ont pas, comme vous le dites, satisfait à différentes parties et qui attendaient avec beaucoup d'attentes, avec beaucoup d'espoir, notamment le gouvernement rwandais, les Français, les Rwandais lambda. Est-ce que ces conclusions, donc les conclusions qu'on voit dans ce rapport, certains disent que ces conclusions viennent de laver toute accusation, laver de la France de toute accusation de complicité, de co-auteur, que normalement, avant ce rapport, le Rwanda dirigeait une accusation que le Rwanda dirigeait contre la France et qui a envenimé les relations depuis la fin du génocide rwandais. Quel est le ressenti de la France, surtout que la conclusion du rapport dit que la France a malgré tout une responsabilité qui n'apparaît pas dans le rapport complet quand on le lit. Alors, le ressenti de la France, le ressenti du Rwanda, est-ce que ce rapport a apporté quelque chose vraiment vu en globalité? Je suppose que cette question, je suppose que cette question s'adresse à moi, puisque en tant que citoyen français au moins, bon, tout d'abord, je vous dirais que le ressenti de la France. Jean-Marie Vianney aussi est citoyen français, mais français. Voilà, bon, et je suppose que oui, ce que je voulais dire, c'est que la plupart des Français n'ont aucun ressenti dans cette affaire, parce que la plupart des Français ignorent la quasi-totalité des tenants et aboutissants du drame rwandais. Depuis que ce rapport a été publié, j'ai été obligé d'expliquer à je ne sais pas combien de personnes la genèse de cette histoire, parce qu'effectivement, à France Info ou sur les chaînes d'information continue, que ce soit BFM TV ou autre, il a été fait mention de la remise de ce rapport. Et la plupart des Français que j'ai pu rencontrer depuis lors n'avaient absolument rien compris. Donc j'ai été obligé de leur
réexpliquer. Alors, je pense que dans ce rapport, il y a une erreur fondamentale, c'est d'analyser l'histoire en fonction d'éléments qui étaient inconnus à l'époque de la commission des faits. Je m'explique. Parce que ce rapport vise en particulier le président Mitterrand. Je précise tout de suite que je ne suis pas un partisan acharné du président Mitterrand, dont j'ai un grand souvenir, puisqu'il a quand même été président de ce pays pendant 14 années, et je l'ai même d'ailleurs approché à plusieurs reprises. Ceci étant dit, quand le président Mitterrand, je prends un exemple, prend la décision d'envoyer des troupes au Rwanda à la suite de l'attaque subie par le Rwanda venue de l'Ouganda, il ignorait, bien sûr, ce qui allait se passer ensuite, à savoir que cette attaque venue de l'Ouganda se transformerait en rébellion rwandaise, alors que au moment des faits, le 1er octobre 1990, c'était une attaque de l'armée ougandaise. C'était des gens en uniforme ougandais, issus de l'armée ougandaise, portant des armes ougandaises, qui avaient franchi la frontière rwandaise pour attaquer le Rwanda. Donc, la réaction, le soi-disant aveuglement dénoncé par le rapport n'est pas de l'aveuglement, c'est tout simplement une réaction face à un pays avec lequel la France avait des accords de défense, un pays attaqué par un pays voisin. Donc, il ne s'agit pas d'aveuglement, mais tout simplement d'une réaction normale dans le cadre de relations internationales. Et également, il est erroné de vouloir analyser les événements de cette époque, donc là je parle bien de 1990, avec les lunettes du génocide. Le génocide n'avait pas encore été commis à l'époque. Le régime du président Habyarimana, et peut-être que monsieur l'ambassadeur pourra commenter davantage sur ce point, le régime du président Habyarimana n'était pas un régime génocidaire. Qu'il ait commis des abus comme de nombreux régimes d'origine militaire, je dirais. Et rappelons qu'en 1990, je fais à nouveau un rappel historique, en 1990, la majorité des pays d'Afrique étaient dirigés soit par des régimes militaires, soit par des régimes à parti unique, soit par des régimes anciennement militaires transformés, revêtus d'habits civils. C'était le cas effectivement du Rwanda à l'époque. Donc le Rwanda ne faisait pas exception. Mais en aucun cas, ce régime était-il génocidaire, comme certains voudraient le faire croire aujourd'hui. Ce sont les événements qui ont enchaîné une logique, un engrenage qui a abouti à un génocide. Mais ces événements n'étaient pas le fait du président Habyarimana. Donc, vouloir juger une décision du président Mitterrand sur le fait qu'il y ait eu une dérive génocidaire par la suite, après la mort du président Habyarimana, ça ne fait aucun sens historique. Voilà, je pense avoir assez parlé. Je laisse la parole à... Si on regarde justement l'intervention de la France au travers, donc avec une vue globale, à cette période-là, tous les pays africains, donc amis à la France, étaient soumis au même régime, tellement que même au Conseil France, à la conférence France-Afrique de la Baule, le président Mitterrand n'a pas demandé des choses particulières à Habyarimana, ni des choses particulières, non. Donc le Rwanda était un des pays amis à la France et qui devait à la France certaines choses et que la France devait certaines choses. Dire que le gouvernement Habyarimana était génocidaire, non, comme vous le dites bien.
À certains points du rapport du clerc, on parle d'un État corrompu, d'un État... Mais on sait que la réalité est autre parce que on va y revenir. C'était pas un État plus corrompu que les autres, comme vous venez de le démontrer. Donc, excusez-moi de vous interrompre. Je dois dire, parce que moi, je n'ai pas vécu sous le président Habyarimana. Je suis allé au Rwanda sous le régime actuel, et je dois dire que ce qui m'a frappé lors de ma première visite en 96, c'était de voir les beaux restes, entre guillemets, les beaux restes de ce régime Habyarimana. Moi qui venais d'Ouganda, j'ai été frappé par l'excellence du réseau routier, par comment on appelle ça, les centres communaux, les marchés, etc., toutes les infrastructures qui avaient été mises en place par ce régime Habyarimana et qui avaient survécu donc à la guerre, au génocide, et que l'on pouvait encore voir en 96. L'Ouganda, à la même époque, je parle de 1996, était en bien mauvais état que ne l'était le Rwanda, au point de vue des infrastructures routières ou administratives. Donc, je dirais que le régime du président Habyarimana, avec tous ses défauts par ailleurs, avait quand même un certain nombre de réalisations à mettre à son crédit, à son compte. Oui, tout à fait. La France porte des responsabilités, je cite. Je vais, pour illustrer donc les conclusions de ce rapport, j'ai ici une réaction à ces conclusions par M. Hubert Védrine, qui a répondu donc certaines choses sur les accusations. La France porte des responsabilités, je cite, lourdes et accablantes dans les événements qui ont abouti au génocide des Tutsis en 1994. Telles sont les conclusions du rapport Duclerc qui a été remis officiellement il y a 3 jours à Emmanuel Macron. C'était vendredi. Le génocide, on le rappelle, avait fait au moins 800 000 morts entre le 7 avril et le 17 juillet 1994. Avec nous pour en parler, Hubert Védrine, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été ministre français des Affaires étrangères. Vous étiez secrétaire général de l'Élysée au moment des faits. Votre dernier ouvrage s'intitule « Dictionnaire amoureux de la géopolitique » chez Plon-Fayard, et à la lettre R, il y a évidemment le Rwanda. La première question, elle est simple. Hubert Védrine, comment accueillez-vous les conclusions de ce rapport? Sur le livre, c'est une entrée sur 250. Hein. Je ne veux pas décourager les lecteurs, le Rwanda. Bon, d'abord, je vous remercie de votre invitation. Ce qui est très important pour moi, c'est que la commission Duclerc, qui était partie sur une base assez hostile, puisque le président Duclerc, avant même le démarrage, disait que sa mission n'était pas de clarifier les événements, mais de mesurer le degré d'implication de la France dans le génocide. Or, dans les conclusions, il écarte complètement toute complicité. Il n'y a pas de complicité de la France. C'est fondamental, parce que c'était l'angle d'attaque d'un certain nombre de personnalités ou de journalistes ou d'organismes depuis des années. Monsieur Védrine, ça vous suffit? Non, ça ne me suffit pas, mais c'est très important. Ouais. Pour moi, c'est évident depuis le début que c'était une accusation extravagante, mais enfin manipulée. Mais enfin, c'est très important que cette commission, qui n'est pas favorable, a priori, le dise. Deuxièmement, il ne trouve rien à dire sur Turquoise, rien à redire sur Turquoise. Alors, c'était un angle d'attaque permanent depuis des années. Accessoirement, il n'y a rien sur mon rôle, alors que j'étais devenu une cible, à partir du moment où certains de vos confrères qui attaquaient sans arrêt avaient été condamnés en diffamation, comme M. de Saint-Exupéry, donc il s'était reporté sur une autre cible. Tout ça pour porter atteinte à l'héritage Mitterrand. Donc ça, c'est ce qui n'est pas mentionné, Hubert Védrine, mais sur ces mots, comment les accueillez-vous? Pas de complicité. Non, mais c'est très important. Pas de complicité, selon vous. Mais sur ces mots... Pas selon moi, selon le rapport. Il n'y a pas de complicité, selon le rapport. Et après, il y a toutes les autres critiques. Ouais. Alors la France, je lis toujours ce rapport Hubert Védrine, s'est longuement investie aux côtés du régime de Juvénal Habyarimana, l'ancien président rwandais, qui encourageait des massacres racistes, je lis. Elle est demeurée, la France, aveugle face à la préparation du génocide. Comment cela a-t-il été possible, Hubert Védrine? Est-ce que François Mitterrand a fait une erreur d'analyse? C'est pas du tout ma lecture. Hein. Alors évidemment, c'est long, c'est pas bien de passer des crânes en fond en plus. C'est pas du tout ma lecture parce qu'il faut revenir à la chronologie. Quand le FPR attaque en 90, il n'y a pas de menace de génocide. Le FPR, les rebelles
Oui, précisément. les Tutsis de l'Ouganda, qui étaient partis après les massacres atroces contre les Tutsis en 62, donc ils partent de l'Ouganda, appuyés par l'armée ougandaise, que personne n'a jamais nié, notamment le président Museveni. Quand ils attaquent en 90, là, Mitterrand prend une décision qu'on peut discuter. Moi, ça ne me choque pas qu'on la discute en disant si je laisse une micro-minorité appuyée par l'armée d'un pays voisin déstabiliser un pays où 85% des gens sont Hutus, la garantie française de stabilité ne vaut plus rien. Donc Mitterrand s'engage en 90 pour empêcher les attaques. Mais il y a un autre volet dont on ne parle pas assez, qui est d'obliger les Hutus et les Tutsis à un compromis politique. Donc en 90, 91, 92, 93, il y a des attaques de FPR très bien documentées par Mme Judy Rever, qui est canadienne, qui doit être écoutée, ou certaines personnes qui l'écoutent la connaissent au Canada. Et donc la France en face empêche l'attaque militaire, mais tord le bras des Hutus, et ça va aboutir aux accords d'Arusha, dont on parle très peu depuis des années, parce que on en parle très peu, parce que ça contredit les attaques. Ça, c'est en août 1993. Là, Hubert Védrine, on en a amont, mais est-ce qu'il y a eu de la part de François Mitterrand, de son entourage, un aveuglement sur quoi? Non, sur ce génocide? Non, le génocide, c'est après. De 90 à 93, l'engagement militaire et politique, les deux sont liés, c'est précisément pour enrayer la guerre civile. Mais dans ce rapport, beaucoup de personnes sur le terrain, Hubert Védrine, des militaires, des agents, des diplomates, alertent sur place et sur les dérives du régime Abiyarimana. On va vous entendre. On va écouter le général Jean Varret qui, lui, dit qu'il a été marginalisé et écarté. Il était en poste entre 1990 et 1993. On va écouter le général Jean Varret. Guillaume Villadier l'a rencontré, puis on vous écoute juste après. Mon but, c'était de former la gendarmerie au maintien de l'ordre tel que nous la connaissons dans les démocraties, en particulier en France. Donc, il m'aurait demandé des casques, des gilets pare-balles, oui, mais des mitrailleuses et autres. Alors, il me dit, écoutez, j'ai besoin de ces munitions car je vais participer avec l'armée rwandaise à la résolution du problème. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Vous allez faire la guerre contre l'armée Tutsi qui est en Ouganda? Il me dit, non, non, on va liquider tous les Tutsis qui sont sur le territoire, civils, tout. Et il rajoute, ce ne sera pas long, ils ne sont pas très nombreux. Bon, alors devant une confidence pareille, évidemment, je réagis. Et donc, avec ces images très fortes, je me suis forgé l'idée qu'il y avait quand même un danger. Et puis, je l'ai écrit au retour, oui. Et donc ce rapport a disparu. Est-ce qu'il a disparu volontairement ou pas? Là, il y a des archives qui n'ont pas été retrouvées. Je fais qu'une hypothèse, je n'ai aucune preuve. Mais il se peut que ce genre de texte contredise un peu la doxa du moment. Le président Mitterrand disait « J'ai besoin de tous les pays francophones quand je siège à l'ONU ». Bon. Ça, c'était sa position. Je pense que tout l'entourage de Mitterrand la connaissait, bien sûr. Bon, y compris les militaires. Et toute information qui n'était pas dans ce contexte, peut-être était-elle supprimée. Voilà, Hubert Védrine, votre réaction. Le général, en rentrant à Paris, il informe, il dit attention, il demande des armes. Non, attendez, je ne vais pas réagir au général Varret, je vais vous rappeler la chronologie. L'intervention politique et militaire de la France en 90 aboutit, grâce à l'investissement militaire, aux accords d'Arusha. Donc tout ce qu'on peut dire sur la proximité trop grande, sur l'aveuglement, etc., c'est complètement contredit par les accords d'Arusha. La France s'impose à l'été 93, alors c'est la France de cohabitation à l'époque, dont Juppé a joué un rôle très important, un accord d'Arusha qui est très favorable aux Tutsis. Donc très favorable avec une carte d'identité qui mentionne... Monsieur Védrine, s'il vous plaît. C'est pas la France qui l'a inventé, ça. Attendez. C'est la France, quand même, patrie des droits de l'homme, qui l'a... Revenez pas avec des arguments genre Saint-Exupéry. Je vous redonne la chronologie. La France aboutit aux accords d'Arusha, dans lesquels 40% de l'armée sera Tutsi. Alors qu'en général, on considère qu'ils sont 12 ou 13%. Donc l'investissement qui est reproché, l'aveuglement prétendu, conduit à un accord qui est très favorable aux Tutsis, à l'été 93. Mais sur ces armes, là, on est vraiment, pour le coup, vous dites chronologie, s'il vous plaît, Hubert Védrine. Là, quand le général dit... Les accords d'Arusha. Ça conduit aux accords d'Arusha. Il est contre. Non, mais il dit... Il est contre les accords d'Arusha. Attention, on me demande des armes. C'est sans équivoque. On lui dit, on va s'en servir contre la minorité Tutsi. Avant 93, s'il y a des armes, c'est parce qu'il y a des attaques du FPR et de l'Ouganda. Et il signe une note. Interrogez Mme Judy Rever, qui est canadienne là-dessus. Il y a des attaques. Donc la France aide, à résister aux attaques, ce qui lui permet d'imposer un compromis et d'arracher Hutus, qui n'en veulent pas, sauf le président Abiyarimana qui se résigne à ce compromis, de partager le pouvoir.
40% de l'armée aux Tutsis, la moitié des postes ministériels. C'est la France qui a produit cet accord. Donc tout ce qu'on raconte sur la politique de la France de 90 et Un 93... génocide, ça ne se prépare pas du jour au lendemain, même si on remonte un mois, un an avant. Hubert Védrine, juste, Si la France est intervenue, c'est parce qu'il y avait un risque énorme depuis le début. Quelles sont les erreurs? S'il y a un rapport aujourd'hui 1200 pages, c'est bien qu'il y a quand même un loup, comme dirait l'autre. Quelles sont les erreurs selon vous? Le rapport conclut qu'il n'y a pas de complicité de génocide. Alors vous me parlez de quoi? Mais alors je vous parle tout simplement des mots, on va les reprendre exactement, hein, des lots accablantes, responsabilité accablante et aveuglement. On a compris votre position, Hubert Védrine. Non, vous n'avez pas dites qu'il y a compris pas de que vous complicité. me coupez la parole sans arrêt. Non, mais Hubert Védrine, Elle qui considère que les accords d'Arusha, c'est une erreur. Vous leur demanderez la prochaine fois. Oui, mais si vous ne répondez pas aux questions, Les Hubert Védrine, accords sur cette d'Arusha, question, c'est l'aboutissement de l'investissement de la France. Il faut arrêter d'escamoter les accords d'Arusha. Pourquoi vous le faites? et cette note qui a disparu du général Mais Varès, c'est ce qu'il Je ne vais pas entrer dans des... c'est- Il y a des milliers de notes qui circulent, il faut voir les décisions. Les décisions de la France. Ouais. La France de Mitterrand, Balladur, Juppé... Elle a été etc. remise au ministre de la Coopération et du chef des Les- armées. Hein. La politique de la France, c'est d'aboutir aux accords d'Arusha, d'imposer un compromis. Si la France n'était pas venue au début précisément parce qu'il y avait des risques monstrueux, d'aboutir à la guerre civile et au massacre, etc., la France ne serait pas là. Donc les avertissements, ils sont connus depuis le début. Donc il y a les accords d'Arusha. Et la France s'en va après. Elle s'en va parce qu'elle croit. Alors, vous me Mais sur demandez ce que les dit le erreurs. général Varès, est-ce que vous le saviez ou pas? Je ne suis pas venu Oui. pour débattre avec le général Varès. Vous me demandez ma réaction sur le rapport de Mais vous êtes Duclerc. venu pour répondre aussi à nos questions. Ok. Il a alerté. Vous me demandez mes réactions au rapport Duclerc. Donc je vous ai fait partie de mes réactions. Vous parlez de mes réactions. On interroge La France, ce général qui donne après- son point de vue. Après les accords d'Arusha, la France se Qui est retire. d'ailleurs cité dans ce rapport. Hein. Après les accords d'Arusha, la France se retire. Parce qu'elle pense avoir, disons, empêché la guerre civile. Elle est assez fière d'ailleurs du résultat. On se retire. Il n'y a plus de force française après les accords d'Arusha. Donc l'engagement de la France en 90 ne conduit pas au génocide, c'est exactement l'inverse. Elle conduit à un compromis Est-ce qu'il y a des politique. points avec lesquels vous êtes d'accord dans ce rapport? Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de complicité. Et autrement? Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a rien à dire sur Turquoise. Et pour le reste, je trouve que toutes les critiques, bon, on peut discuter, parce que dès lors qu'il n'y a pas d'accusation de complicité, on peut discuter de tout. Ça Le devient rapport normal. insiste beaucoup sur l'entourage même de François Mitterrand, certes, Mais- notamment par exemple militaire ou autre. Vous, que saviez-vous à Ça l'époque? conduit aux accords d'Arusha. Ils sont contre. Tout l'entourage, ça conduit aux accords d'Arusha. Mais vous ne voyez, à ce moment-là, vous ne voyez rien d'autre que les accords d'Arusha. C'est l'aboutissement, parce que c'est un compromis. Ou alors il faudrait que les gens qui critiquent disent qu'il ne fallait pas y aller en 90. On peut en discuter, vous voyez. Est-ce que la France n'a pas été aveuglée par quoi un parti pris politique, à savoir que elle ne voulait pas abandonner un pays qui était dans son espace, l'espace francophone, de crainte que ce pays ne bascule sous l'emprise des États-Unis? Ça n'a rien à C'est ce qui voir. est évoqué aussi. Ça n'a rien à voir. L'attaque du FPR de 90 met en danger la stabilité dans toute la région. C'est pas une question de linguistique. Donc ça aboutit aux accords d'Arusha. J'aimerais bien que ceux qui critiquent la politique menée nous disent qu'ils étaient contre les accords d'Arusha. Par contre, vous me posiez les erreurs. Je pense qu'on peut se demander il n'aurait pas fallu rester après les accords d'Arusha, en fait. Mais avec une force internationale, africaine, belge, ONU, etc. Bon, peut-être que ça aurait été mieux de rester. Mais la France a vraiment cru à l'époque avoir réglé la question, interrogé Alain Juppé ou d'autres là-dessus. Est-ce que vous pensez avoir que la stoppé France, la guerre civile. certains demandent à ce que la France aille plus loin et présente des excuses officielles? Et de Quel est quoi votre point de vue? Pour avoir fait Arusha? Excuse de quoi, je comprends pas. Des excuses, oui ou non? Non, mais le rapport nous dit qu'il n'y a pas de complicité de génocide. Oui. Il faut s'excuser sur quoi? Non. Le rapport nous dit que Turquoise n'est pas critiquable. Il faut s'excuser sur quoi? Et toute la politique française. Donc pour vous, c'est non, pas d'excuses. Mais je vois pas sur quoi. Excuse de quoi? Je comprends pas. Donc je pense que on peut s'interroger sur l'engagement initial, 90, de débattre. On peut se demander si après Arusha, il fallait pas rester. Mais après, c'est pas une faillite française, contrairement à ce qu'ont dit certains journaux, c'est une faillite rwandaise. Quand l'avion est abattu, puis les massacres et donc le génocide, et quand la France décide de revenir pour une mission humanitaire à condition d'avoir le mandat du Conseil de sécurité, que Pour malheureusement, terminer, en un mot, Hubert Védrine, on vous aura avez des regrets, oui ou qu'au non? mois de juin, quoi. Comment? Vous avez des regrets, oui ou non? Je pense, je l'ai dit, qu'on peut discuter sur l'engagement de 90 et qu'on peut regretter qu'il n'y ait pas eu un mouvement international après les accords d'Arusha, mais tout le monde s'en foutait en fait. Le seul pays qui a essayé d'enrayer la guerre civile et d'imposer un compromis durable, c'est la France. Mais la France seule ne pouvait pas le garantir après. Mais je Merci. regrette que les États-Unis et tous les autres ne l'aient pas fait. Et j'espère qu'après le travail assez sérieux de la commission Duclerc, les autres pays vont ouvrir leurs archives. Lesquels? Tous les autres. La Grande-Bretagne, Israël, les États-Unis, Arusha, l'Ouganda, le Rwanda. tous les autres Merci pays. beaucoup François, merci beaucoup aucun- Hubert Védrine d'avoir aucun ne l'a répondu fait. à nos questions sur TV5 Monde. Merci à vous.
Voilà, vous venez donc de le voir, selon Hubert Védrine. Il résume le rôle de la France, d'après ce que j'ai entendu, j'ai compris, en un engagement qui cherchait des solutions où il n'y aurait ni vainqueur ni vaincu, des solutions qui auraient abouti à une fin pacifique et de cohabitation entre les belligérants, donc le gouvernement rwandais et le FPR. Parce que, comme il apparaît même tout au long du rapport du Clerc, la France, elle, avait compris le danger qui planait sur les Tutsis compte tenu du comportement du FPR. Donc, pour prévenir tout ça, la France voulait des solutions de compromis qui permettraient, par après, le gouvernement Habyarimana et le FPR de faire un Rwanda où ils habitent ensemble et où ils cohabitent en paix et où chacun trouve ses droits et ses devoirs. Si je peux résumer ainsi l'intervention de M. Hubert Védrine, c'est cela le rôle de la France. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur l'ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, vous qui étiez dans le gouvernement, enfin, pas dans le gouvernement, mais actif et haut fonctionnaire du gouvernement Habyarimana? Je vous remercie. Je vais d'abord donner mon impression sur l'interview de TV5. Hein. Je trouve vraiment que c'est d'une nullité absolue. Le journaliste, il n'a pas lu le rapport, même pas, probablement pas la première page. Il pose des questions en affirmant des choses. L'aveuglement de la France. Est-ce que la France a eu des responsabilités? Mais dites lesquelles, puisque vous, le journaliste, vous êtes censé avoir lu le rapport. Rien. Et il veut que celui qui était secrétaire général de l'Élysée à l'époque avoue des faiblesses, des erreurs. Mais non, monsieur, vous avez lu le rapport du Clerc, de la commission. Dites-nous quelles erreurs la France a pu faire. C'est ça, en fait, les questions qu'il faut poser à ces gens. Je ne vais pas me hasarder à faire un commentaire sur le rapport à proprement parler, mais le contexte qui est décrit dans certains articles de presse ou alors dans certaines interviews de télévision française où nous nous sommes exclus, hein, ceux qui connaissent la situation. Hubert Védrine connaît très bien, parce qu'il était à l'Élysée à l'époque, mais moi aussi j'étais l'ambassadeur du Rwanda en France. Et M. Varey, je l'ai connu, pas beaucoup parce que lui, il était au Rwanda. Quand il dit que quelqu'un, je n'ai pas bien saisi, est-ce que vous avez su qui lui a demandé les armes? Je ne l'ai pas entendu non plus, mais... Voilà, il dit, on m'a demandé des armes. Mais qu'est-ce qui étonne hein, de la part d'un gouvernement en guerre qui a une assistance technique sur place, notamment pour la gendarmerie, parce que pendant la guerre au Rwanda, la gendarmerie était amenée aussi à faire la guerre. Et la guerre, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas le gouvernement rwandais qui l'a commencé. Ce n'est pas le gouvernement rwandais qui a agressé l'Ouganda ou les réfugiés rwandais, comme le laisse croire le général Varey. Parce que la question qu'il a posée à son interlocuteur rwandais, c'est les armes, c'est pour attaquer les réfugiés rwandais en Ouganda? Enfin, soyez sérieux. On n'en était pas là. Lorsque le général Varey était à Kigali, c'était pendant la guerre. Donc, il n'y avait pas à attaquer les réfugiés rwandais ou les Tutsis d'Ouganda en Ouganda. C'était la guerre contre le FPR qui était l'envahisseur. Il faut dire les choses, je crois. Et c'est ce que j'ai tenté de faire justement dans ce livre. Dans ce livre, il y a beaucoup d'archives, même si c'est un petit livre hein, il n'a pas 200 pages. Mais j'ai essayé de voir le rôle effectif de la France à toutes les étapes de l'évolution de la guerre de 90 à 94. Et j'ai mis ce que je pensais être vraiment la vérité de ce que j'ai vécu personnellement en tant qu'ambassadeur de mon pays en France.
les échanges avec mes interlocuteurs français, les négociations, on parle d'Arusha. Mais ce que le ministre Védrine a oublié de dire, c'est peut-être que ces négociations d'Arusha ont commencé à Paris, au centre Kléber à Paris. J'ai participé à ces négociations de juin 92 jusque, je ne sais plus exactement quel jour ça s'est arrêté. On a eu plusieurs séances de négociations entre le FPR et nous, le gouvernement rwandais. Et c'est la France qui avait pris l'initiative de réunir les deux belligérants. Et c'est la France qui faisait pression sur les deux pour qu'ils acceptent déjà de parler. Je vais vous donner un exemple vraiment de la malhonnêteté intellectuelle qui plane autour de ce rapport. J'ai entendu certains, des membres même de cette commission, parler de la question des réfugiés, que la France n'a pas favorisé ceci, cela. Eh bien, vous serez étonné de savoir qu'en 92, lorsque réunis au centre Kléber à Paris, il fallait déterminer l'ordre du jour, eh bien, nous, parti rwandaise, avons proposé notamment en tête de discuter de la question du retour des réfugiés rwandais. Parce que c'est là qu'il y avait problème au départ. C'est le premier prétexte donné par le Fonds patriotique rwandais avant même l'attaque, mais surtout après, qu'ils luttent pour rapatrier les Rwandais. Eh bien, au cours de cette réunion, la première réunion qui a duré quelques jours, c'est Pasteur Bizimungu qui dirigeait la délégation du FPR, le futur président de 1994. Eh bien, lorsque nous avons proposé cette question, le FPR a dit niet. Ils ont dit, nous ne sommes pas venus pour rapatrier les réfugiés rwandais. Ce n'est pas notre problème, c'est le problème du gouvernement rwandais. Nous avons insisté, on a passé des heures, tout l'avant-midi, l'après-midi. Et il y avait heureusement le directeur Afrique, M. Dijou, qui a arrêté les discussions, qui a rencontré les deux délégations et qui a essayé d'arrondir les angles et à faire pression. Et c'est la France qui modérait les deux parties. Bien sûr, c'est la France qui avait invité. Et par moment, il y avait aussi la délégation ougandaise à ces négociations. Cela veut dire que la France, en fait, en cherchant mieux, on peut trouver les rapports de cette entrevue. Moi, j'ai mis tout ça textuellement. Dans les archives françaises. J'ai tout enregistré, j'ai tout noté, j'ai mis dans mon livre les échanges qu'il y a eu ce jour-là et les jours qui ont suivi. Même, vous savez, à un moment donné, M. Cohen, qui était secrétaire d'État adjoint américain, il a participé à une réunion pendant 2 jours. Et l'Américain, parce que c'était à l'époque du prédécesseur de Bill Clinton, l'Américain a dit au ministre ougandais, c'est Mugerere, il a dit, monsieur le ministre, si vous continuez à soutenir, à envoyer des armes, à alimenter la guerre au Rwanda, les États-Unis vont vous retirer toute aide. Pendant la réunion, aujourd'hui on parle de la France, mais c'est la France qui a initié les premières négociations et c'est de Paris que les négociations ont été transférées à Arusha à la demande du FPR, précisément parce que le FPR se rendait compte que les pressions de la France allaient un jour ou l'autre conduire à la signature d'un accord. On ne parle jamais de Paris. Je suis sûr que les membres de cette commission ne savent pas, ne connaissent pas l'histoire de la guerre du Rwanda. Je suis sûr aussi que certains Français de l'époque ne suivaient pas ça. Ça se passait entre le Quai d'Orsay, l'ambassade du Rwanda, une délégation venue de Kigali et le FPR à laquelle, d'ailleurs, ils envoyaient des gros poissons, si on peut dire. Il y avait souvent Patrick Mazimpaka, Biro Zagara, il y avait l'ambassadeur, celui qui était ambassadeur à Kampala récemment, le général Patrick, je ne sais plus comment il s'appelle, et puis Pasteur Bizimungu, qui sera le futur président. C'était une grosse délégation. Comment un élément d'une aussi grande importance que ces négociations de Paris n'apparaissent nulle part dans le parcours. Vous savez, il y a beaucoup à dire sur ce rapport. Moi, je ne l'ai pas encore lu une fois de plus. Je suis modeste. Je n'ai pas encore pu lire les 1200 pages.
Mais dès le départ de cette commission, j'ai tout fait. Parce que je savais, vous savez, quand on annonce une commission, que vous entendez l'énoncé, vous savez déjà où ça va conduire. Ou en tout cas, certains veulent conduire. Et puis, vous regardez la réaction de Kigali. Kigali était aux anges. Enfin, nous avons accès aux archives de la France, ces archives qui contiennent toutes les preuves que la France a participé au génocide. Et moi, j'ai proposé donc, vraiment en toute honnêteté et neutralité, parce que j'aime mon peuple, et j'ai toujours dit que s'il apparaissait que la France ait eu un quelconque rôle dans le génocide, qu'elle s'apprête à payer, comme tous les autres qui ont participé à ce génocide-là. Je parle du génocide auquel on reproche la France, en fait, le génocide des Tutsis. Mais on ne parle pas, bien sûr, on ne parle pas du FPR. Et donc, la commission a exclu que je puisse être auditionné. Alors que j'ai été en France pendant toute la durée de la guerre. Je suis arrivé en France en octobre, même si j'ai été nommé et transféré à Paris d'Addis Abeba en septembre 90, c'est ça? Eh bien, le temps de dire adieu au pays d'accueil, l'Éthiopie, le Soudan, les organisations internationales d'Addis Abeba, j'ai pu venir en octobre. Mais j'ai suivi toute la guerre, j'ai suivi les approvisionnements en armes. Je sais comment ça se passait. Je sais qui négociait la fourniture d'armes. Je sais comment la France nous refusait, parfois ou souvent, les armes que nous demandions. Le général Varey, ce qu'il ne dit pas, c'est que ces armes-là qu'on lui a demandées, elles n'ont jamais été accordées au Rwanda, par exemple. Donc, même si on doit condamner l'intention de celui qui voulait exterminer les Tutsis, franchement, j'aimerais parler au général Varey qui me dise qui a demandé ça. En tout cas, ce n'est pas le président Habyarimana. Sur le président Habyarimana, rappelons pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Rwanda, ou ceux qui la connaissent mal, ou ceux qui la transforment, rappelons que ce dernier, le président Habyarimana, est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1973 et que la guerre a commencé en 1990, c'est-à-dire 17 ans après. On parle d'un régime raciste qui voulait exterminer les Tutsis. Vous savez, j'ai toujours pensé que c'est vraiment... les gens qui disent ça, je ne comprends pas. Au contraire, depuis que le président Habyarimana est arrivé au pouvoir, ce n'est pas pour critiquer ses prédécesseurs, hein, mais avant lui, il y avait effectivement des problèmes entre les Hutus et les Tutsis qui arrivaient à des tragédies. Mais depuis que le président Habyarimana a pris le pouvoir, sa première tâche, c'était d'assurer la cohésion et la concorde entre les communautés, les différentes communautés rwandaises, les Hutus, les Tutsis et les Twa. Entre 73, le jour de la prise du pouvoir, et 90, le 1er octobre 90, je ne connais pas, moi, et je défierais quiconque voudrait démontrer le contraire, je défie qui que ce soit de dire quel Tutsi a eu des problèmes politiques, a disparu, comme aujourd'hui les Tutsis disparaissent pendant le régime de Kagame, quel Tutsi a été assassiné ou mis en prison, ou quel Tutsi a fui le Rwanda pour des raisons politiques. Au contraire, même les Tutsis qui avaient fui le Rwanda je connais beaucoup de Hutus qui ont eu des problèmes avec le président. Non, laissez-moi y arriver, justement. Le président... pour l'instant, je parle du rapport. Non, Aloïs, je parle du rapport du clerc qui dit que le gouvernement Habyarimana était anti-Tutsi, qu'il était raciste. Moi, j'affirme et je demande à quiconque posséderait un seul nom de Tutsi ayant été mis en prison ou qui a été persécuté, qui a été assassiné, qui a disparu de la cité. Comme aujourd'hui, sous le régime de Kagame, des Tutsis disparaissent par dizaines ou même plus. Les Hutus disparaissent. Sous Habyarimana, les Tutsis ont bénéficié de la protection la plus possible dans le Rwanda que nous connaissons. Il n'y a pas eu d'action politique anti-Tutsi. Il y a eu peut-être des discriminations, moi je suis le premier à le dire. J'ai été au ministère de la fonction publique, je suivais
les Tutsis, les gens du Sud, de manière générale, et en particulier ceux du centre, avaient des problèmes de discrimination dans les écoles, etc. Mais les Tutsis n'étaient pas ciblés comme une communauté combattue par le régime de Habyarimana. Bien au contraire. Et si on veut le savoir, on n'a qu'à poser la question aux Tutsis qui vivaient au Rwanda, ceux qui ont survécu au génocide de 1994. Au début, ils ne le disaient pas parce qu'il fallait absolument à tout prix soutenir le FPR. Mais depuis qu'ils ont ouvert les yeux, qu'ils ont comparé les deux époques, ils vous disent tous, non, si on nous donnait à choisir, si le président Habyarimana ressuscitait, on prendrait celui-là. Ceci dit, entre 90, le début de la guerre, et 94, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes parce que beaucoup de jeunes Tutsis ont rejoint le front du Front patriotique rwandais, justement, qui venait d'Ouganda, pour se battre avec lui contre leur pays. Et puis, il y a eu des partis extrémistes qui ont alimenté cette atmosphère je dirais, de guerre intestine, de guerre civile. Ce qui transparaît dans le rapport du clerc, c'est que la France, justement, a senti que la tension montait contre les Tutsis à cause des exactions du FPR au nord, dans la partie. Alors, la France, bien évidemment, le président Mitterrand a pu protéger, justement, et prévenir l'éclatement des anti-Tutsis. Vous savez, Aloïse, je vais donner un exemple là aussi, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'exemples. D'abord, chaque fois que le président Habyarimana venait en France, et chaque année il venait au moins 2 fois, il était reçu par le président Mitterrand parce que c'était un pays qui était en guerre. Eh bien, il demandait, Monsieur le Président, comment ça se passe chez vous? Est-ce que, voilà, des questions comme ça. Et Habyarimana se mettait à expliquer, et le président Mitterrand répliquait en disant, mais j'ai entendu dire qu'il y aurait dans certaines régions du pays des persécutions. Et le président devait à chaque fois s'expliquer. Comme entre chefs d'État. Je suppose que le président Mitterrand posait la question à ses autres homologues, africains ou autres, qui venaient en France. Comment ça va? C'est une question que le pape m'a demandé aussi, Jean-Paul II. Comment ça va au Rwanda? J'ai dû lui expliquer. Et donc, c'est comme ça au niveau de ces chefs d'État. Ce n'est pas des gens qui veulent. Pourquoi Mitterrand souhaiterait que les Tutsis soient éliminés du Rwanda? Pourquoi? Au contraire. Or, chaque fois qu'il y avait des crises, et chaque fois qu'on voyait que ça risquait de tourner mal, hein, moi j'étais l'interlocuteur du gouvernement français, j'allais au Quai d'Orsay, j'allais à l'Élysée pour expliquer, et souvent pour demander l'intervention de la France. Et la France ne refusait jamais. Par contre, l'intervention, pas militaire, mais politique, influencer les événements. Et à chaque fois, comme en janvier 1994, comme quelques mois avant, le président Mitterrand a envoyé des délégations ministérielles qui faisaient le tour pour en fait garantir le suivi des accords. C'est écrit dans le rapport qu'il a envoyé des délégations auprès du gouvernement rwandais, auprès du FPR et auprès de Museveni. C'est décrit. Bien sûr, je le dis dans mon livre aussi. Et je donne les références. Je dis le jour où je suis allé voir le gouvernement, qui j'ai rencontré, comment la France a réagi. La France suivait de très très près. Vous savez, moi, qui étais à Paris, j'appartenais quand même à l'opposition rwandaise. Et je n'aurais pas du tout soutenu quelque initiative de la France, que ce soit contre une partie de notre peuple. Jamais. Et le président Habyarimana n'a jamais eu cette intention. Vraiment, je peux le dire. J'ai été déçu du fait que la commission du clerc avait un parti pris dès le départ. Tous ceux qui disent qu'il y a eu des massacres commis par le FPR, le Front patriotique rwandais, celui qui avait attaqué le Rwanda, notre catégorie de personnes qui connaissent la situation, eh bien, du clerc ne voulait pas nous écouter. Et j'ajouterai un élément même. Hein, j'ai lu le rapport dans son entièreté. Je l'ai lu. J'y ai passé. Je vais vous dire un élément important. Nulle part dans le rapport où on parle des exactions du FPR. Ah non, surtout pas. Il ne fallait pas en parler. Nulle part dans le rapport. Il ne fallait pas en parler. Moi, j'ai été. Pourquoi je n'ai pas été reçu? Parce qu'il y a 2 membres de cette commission qui se seraient radicalement opposés à ce que je sois entendu. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans,
j'avais porté plainte contre 2 Français qui m'avaient traité de négationniste. Et avant que ce procès ait lieu, 200, un peu plus de 200 philosophes, historiens, professeurs ont fait une pétition contre moi, qui est encore sur le site d'un organisme des droits de l'homme, aujourd'hui encore, où ils disaient que j'étais un négationniste, que j'affirme la théorie du double génocide, que ceci, que cela. Or, le procès a démontré le contraire. Le procès a démontré le contraire. Le fait de dire qu'il y a eu un génocide contre les Tutsis, que j'ai été probablement le premier à dire à haute voix en avril 1994, et dire que le FPR a pu commettre un génocide contre les Hutus, pour moi, ça n'a rien à voir avec du négationnisme. Eh bien, ces 2 messieurs dont je parle, ou plutôt un monsieur et une dame, qui faisaient partie des signataires de cette pétition, ils sont dans la commission du clerc. Et comme j'avais fait une lettre officielle en demandant d'être auditionné, il paraît que certains membres de la commission ont dit non, 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 celui-là c'est un négationniste, et il affirme le double génocide. Alors, si je suis recalé, comme si c'était un examen, parce que j'affirme que le FPR a commis des crimes, c'est que dès le départ, cette commission ne voulait pas en entendre parler. Donc là, on ne parle pas du Rwanda. Oui, mais là, on comprend mieux la position de ah, la oui, tout à fait. Non, non, c'était... C'était, je pense que je peux laisser la parole à Hervé Chezil pour me compléter, mais moi, cet élément-là, c'est capital. Ce n'est pas parce que je me regarde le nombril, hein, c'est tout simplement qu'on parle d'histoire et d'archives et qu'on a exclu une partie des archives pour arriver à des conclusions, mais qui ont fait pchit finalement. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, quoi. Oui, nous avons d'ailleurs la chance de vous avoir ici sur notre plateau, justement, quelqu'un qui a vécu les événements, qui a vu de ses propres yeux, qui a contribué à l'organisation de certains événements qui sont objet de ce rapport. Monsieur Hervé Chezeville, comme vous venez de l'entendre, et moi qui vous parle, j'ai lu le rapport du clerc de la première ligne à la dernière ligne. Vraiment, oui, j'y ai passé 2 nuits et quelques heures de mes journées, mais j'étais curieux, enfin, la curiosité journalistique. Donc, vous venez d'entendre que la France a été le seul pays de l'Occident le plus lucide sur la situation qui se passait au Rwanda. La France a été le seul pays le plus conscient des enjeux à l'intérieur du Rwanda et dans la sous-région. La France, selon le rapport, hein, vraiment, si on lit tout le rapport, tous les événements qui sont décrits, on le voit. C'est ça le résultat du rapport. Donc, la France a envisagé des solutions. C'est tout au long du rapport, comme on le disait M. Hubert Védrine. La France a envisagé des solutions pacifiques et n'a pas contribué à attiser aucune situation qui pouvait être violente. Et la France s'est engagée jusqu'à refuser des aides militaires. La France était pourtant chaque fois sollicitée, comme l'a dit l'ambassadeur, comme ça, on le lit dans le rapport aussi, a refusé des aides militaires pour procurer la supériorité militaire au gouvernement Habyarimana sur le FPR. Elle a su modérer cet équilibre pour qu'il y ait une entente, un compromis. Certains gens disent, écoutez, l'amour de Mitterrand pour Habyarimana a fait qu'il lui a tout donné. Non, ça n'a pas été nulle part. Mitterrand a jugulé vraiment Habyarimana et son gouvernement pour que le FPR puisse gagner
un certain niveau militaire dans le conflit pour que les négociations soient possibles et que le conflit se termine par un compromis pacifique. Il lui a tordu le bras, comme disait Hubert. Oui, Exactement. pourtant, aucun autre, Monsieur Hervé Choseville, aucun autre pays occidental ne l'a vu comme la France l'a vu. Aucun autre pays occidental, pardon, n'a agi sur la situation comme la France l'a fait. Par contre, Hubert Védrine dit il serait mieux d'ouvrir les archives de certains autres partenaires. Et je suis sûr que là, on pourrait découvrir certaines choses qui, eux, pouvaient mettre plutôt de l'huile sur le feu pour qu'un côté ou l'autre soit, surtout le côté du FPR, soit supérieurement et gagne la guerre par force. Comment, chez vous en France, vous êtes français, il peut naître ou y avoir des gens qui accusent leur gouvernement avec le FPR. Le FPR a ses raisons et ses motivations. Mais comment peut-on comprendre les Français qui accusent leur gouvernement, leurs militaires, d'avoir fait des choses qu'ils n'ont pas fait selon le rapport et selon les témoins? On a bien vu pendant l'interview de M. Védrine l'ignorance crasse de ce journaliste qui était en train de l'interviewer. Et je pense que cette ignorance, elle est partagée par un grand nombre de journalistes, de commentateurs, de polémistes qui ne connaissent rien au Rwanda, mais qui se saisissent de ce dossier pour satisfaire leur, comment dirais-je, leurs agendas politiques. Il est de bon ton aujourd'hui de s'afficher comme étant anticolonialiste, antiraciste, anti-ceci, anti-cela. Et donc, le dossier du Rwanda est un moyen d'arriver à s'afficher comme étant anticolonialiste. Je rappelle d'ailleurs que le Rwanda n'a jamais été une colonie française. Beaucoup de Français peut-être l'ignorent, mais le Rwanda n'a jamais été une colonie française. Et ce qu'il faudrait pointer plutôt, je pense, ce sont les erreurs de la France, parce que la France a commis des erreurs. Il y a eu une conjonction malheureuse. Cette année 1990 a été une année fatidique pour le Rwanda, parce que il y a eu la boule dont vous avez parlé. L'Afrique, je l'ai dit tout à l'heure, était majoritairement sous la férule de militaires ou de partis uniques, marxistes ou pas marxistes. Moi, à l'époque, je vivais au Malawi, c'était une dictature à parti unique ultra conservatrice. Le Congo-Brazzaville était marxiste, le Dahomey, le Bénin également. Enfin, bref, 90, le sommet de La Baule, le discours de Mitterrand et la pression de la France de Mitterrand sur tous ces régimes pour introduire le multipartisme. C'était le grand mot à l'époque, en 90, le multipartisme qui devait être la solution à tous les maux du continent africain. Or, cette même année, dans le cas particulier du Rwanda, le Rwanda subit une agression venue de l'étranger. Et il se retrouve lui aussi l'objet de pression, comme tous les autres pays proches de la France, pour introduire le multipartisme. Il n'y a pas de pire moment pour faire des réformes de fond et pour introduire le multipartisme qu'une période de guerre. Donc l'erreur de la France, ça a été de contraindre ou de faire pression sur le Rwanda pour introduire le multipartisme à un moment qui n'était pas approprié. Il eût mieux valu, de mon point de vue, en finir d'abord avec la guerre et ensuite essayer d'introduire la démocratie. On ne peut pas faire les deux en même temps. Et là, ça a été l'ouverture de la boîte de Pandore, parce qu'effectivement, l'introduction du multipartisme a vu la création de nombreux partis qui ont fait de la surenchère et parfois de la surenchère fortement teintée
d'ethnisme, et c'est là qu'on a la clé de l'engrenage fatal qui a amené le génocide. C'est pas, comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, c'est pas du tout le régime, les 17 années de régime d'Abiyarimana qui ont amené le génocide. C'est l'ouverture des vannes. L'ouverture des vannes, la liberté de langage. Monsieur Joséphine, si je vous ai bien compris, c'est tout à fait paradoxal que le FPR accuse la France d'avoir soutenu le gouvernement Abiyarimana alors que, justement, le multipartisme, lui, donc imposé par le Rwanda, c'était la France, et la France seule qui voulait que le régime Abiyarimana s'est retrouvé à devoir faire face à deux adversaires. On devrait s'en réjouir normalement que la France l'ait aidé en quelque sorte. Le régime Abiyarimana s'est retrouvé à devoir faire face à deux adversaires. L'un, un adversaire militaire soutenu par l'Ouganda et par un certain nombre d'autres acteurs, qui était donc le FPR, et l'autre, c'était un adversaire multiforme, représenté par ces différents partis surgis avec le multipartisme. La seconde erreur de la France, ça a été, comme l'a dit Monsieur Védrine, ça a été de se retirer en 93 et de faire confiance à l'ONU pour prendre le relais, et pensant que l'ONU serait suffisamment puissante pour imposer le cessez-le-feu, imposer et faire la réussite, faire de la transition politique une réussite, comme ça avait été le cas au même moment au Mozambique. Moi, je me trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me trouvais au Mozambique. On peut parler d'erreur de jugement. Erreur de jugement, tout à fait. Ce sont là les grosses erreurs, de la France, les grosses erreurs de la France qui, effectivement, et dans ce sens-là, on peut effectivement reconnaître que ces erreurs ont fait que la France porte une certaine responsabilité dans la suite des événements, y compris le génocide. Le sang de l'innocent va crier vengeance. Rwandais mon frère, Rwandaise ma sœur. Un jour nouveau se lèvera pour toi. Dieu du fond du ciel essuiera tes larmes. Lui seul pourra soigner ton cœur blessé. Et sois certain qu'il rendra justice.